Le Sahel est aujourd'hui confronté à de nombreux défis. L'espace sahélo-saharien est devenu un arsenal à ciel ouvert qui alimente le narcoterrorisme. Malgré les crises qui le traversent, le Sahel reste une région extrêmement convoitée. Géopolitique du Sahel est un rendez-vous hebdomadaire dont le but est de mieux comprendre cette région et de cerner les enjeux derrière la rivalité qui oppose les grandes puissances pour son contrôle. L'émission est animée par Leila Gertal sur Radio Ifriqiya FM. Ifriqiya FM, bonjour. Bienvenue à Géopolitique du Sahel. Nous nous intéresserons ce matin à ce départ précipité des troupes de la SADC de la RDC, un départ qui est accueilli avec beaucoup d'inquiétude de la part de la République démocratique du Congo. Tout de suite, les développements, les pourquoi et les comment de cette question. Pour en parler ce matin avec nous, notre consultant Ifriqiya FM, Abdelkader Soufi, analyste des questions politiques, professeur universitaire, et bien sûr notre consultant Ifriqiya FM, Abdelkader Soufi. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Plaisir partagé, Abdelkader Soufi. Alors, c'est-à-dire... contrairement à ce qu'on pouvait s'y attendre, parce que quelque part, la présence de la SADC au sein de la République démocratique du Congo était importante et qu'aujourd'hui, il y a l'annonce de ce retrait. Est-ce qu'il n'y a pas à craindre justement, surtout au moment où les troupes du M23 sont en train d'avancer considérablement à Goma, dans le sud du Kivu? Oui, mais il faut... Le nord du Kivu, pardon. Exactement, mais il faut se référer d'abord à la réalité du terrain, car donc selon toute vraisemblance, la SADC a entamé ou entame un retrait progressif de la République du Congo, et les causes se rapportent sûrement aux pertes humaines et donc au moyen... Des troupes de la SADC, n'est-ce pas? De la SADC, oui. Qu'il faut rappeler, Abdelkader Soufi, il y a le Malawi, la Tanzanie, et bien sûr, le plus grand nombre, c'est celui de l'Afrique du Sud, les troupes sud-africaines. Exactement. Donc, je disais que... les pertes. Les pertes, elles sont énormes. Et ces troupes, effectivement, elles sont composées de soldats sud-africains, tanzaniens et malawiens. Et qui avait une mission d'appuyer justement l'armée congolaise face aux offensives du M23. Sauf qu'il se trouve que maintenant le M23 est devenu beaucoup plus fort sur le terrain. Est-ce qu'il est seul? Est-ce qu'il est appuyé? Toute la question est là. Oui, on dit qu'il est appuyé par le Rwanda, bien sûr. C'est clair, non. Le Rwanda, à un certain moment, il niait toute participation, mais maintenant, ils ne le font plus. Voilà. Ce qui est sûr, donc, le deuxième point qui est important et focal, c'est l'opinion publique en Afrique du Sud qui a remis en cause la question de la présence sud-africaine, car les critiques sur le coût et sur l'efficacité de l'opération se sont multipliées. Et la RDC, donc, de son côté, elle voit que ce retrait est un revers dans sa lutte contre le M23. L'armée congolaise, elle peine à contenir effectivement l'avancée des rebelles, et notamment autour de Goma, la capitale du Nord Kivu. Oui. D'ailleurs, les raisons qui sont invoquées par rapport à ce retrait, puisque de toute façon, comme je le disais, la République démocratique du Congo, ou du moins ses autorités, n'ont pas vraiment beaucoup apprécié l'annonce de ce retrait. Et donc, les raisons qui ont été invoquées par rapport à cela disent que c'est par rapport au coût et à l'efficacité de l'opération qui se sont multipliées, plus ce que vous disiez tout à l'heure, à l'instant, Abdelkader Soufi, le fait qu'il y ait beaucoup de pertes. C'est-à-dire, on se pose des questions, est-ce que ça mérite réellement qu'on perde autant d'hommes dans une bataille qui n'est pas vraiment la leur, quelque part? Oui, mais c'est facile à dire. Il faut voir aussi le terrain n'est pas propice, justement, à une guerre asymétrique. Là, nous parlons d'armée régulière, donc qui est composée, qui est préparée pour faire face à des armées régulières. Sauf que les M23, c'est une action asymétrique. Et les petits groupes et groupuscules qui attaquent et qui fuitent, donc plutôt qui s'échappent. Et vous savez que l'intérieur du Congo, c'est une forêt
vraiment d'abord assez dense, assez dense et impénétrable. Ouais. En plus, étant proche des frontières avec le Rwanda, donc cela fait que une frontière passoire. C'est pour eux. C'est une frontière passoire et les armées régulières ne peuvent pas intervenir en territoire rwandais. Ce qui complique aussi cette tâche et cette situation. Effectivement, donc d'abord, il y a beaucoup de pertes humaines. Le coût, ça devient de plus en plus colossal. Oui, important. Et, par rapport à la SADC. Et on ne peut pas, bien sûr. Et donc, surtout que l'Afrique du Sud, qui participe avec le plus grand nombre de soldats, fait face aux critiques internes, à l'opinion publique quant à sa participation dans ce genre d'action. Maintenant, il ne faut pas oublier non plus les sanctions de l'Union européenne qui ont ciblé 7 personnes qui sont soi-disant impliqués dans les violences en RDC, et parmi eux figurent des membres de groupes armés non étatiques actifs dans l'Est et le Nord-Est du pays, tels que le M23, ou bien les forces démocratiques pour la libération du Rwanda. FDLR. Voilà, exactement. Les forces démocratiques alliées, aussi l'ADF, et l'Alliance des Patriotes pour le Congo libre et souverain, APCLS. Et je finis avec la coopérative pour le développement du Congo, la Codeco. Cela veut dire que nous avons l'armée régulière congolaise d'un côté avec l'appui de la SADC, mais de l'autre côté, nous n'avons pas que le M23. Nous avons beaucoup de groupuscules et aussi donc le Rwanda est complètement le Rwanda donc est mis en cause aussi par l'Union européenne. Il est accusé, Abdelkader Sofi, d'être la base arrière de ces groupes. Quoique, moi je dis que il ne faut pas céder et ouvrir la brèche à l'Union européenne. Il faudrait que l'Union africaine puisse prendre en charge. Bien sûr, il faut qu'elle appuie de toute sa puissance, de toute sa force, pour garder le problème d'abord africain, pour éliminer les facteurs exogènes qui participent d'une façon indirecte à financer la rébellion. Mais est-ce que les rebelles ont raison ou ont tort? Le problème n'est pas là. Le problème, c'est trouver la solution pacifique et régler un problème entre deux pays d'abord, frères et voisins, et qui sont chargés justement quelque part de participer dans l'essor de l'Afrique. Ensuite, comme le problème au Rwanda a été réglé entre Hutu et Tutsi, pourquoi on ne peut pas le faire justement entre d'abord ces deux tribus, mais aussi entre ces deux pays frères aux frontières. Oui, et dans ces cas-là, est-ce que quelque part il faut acculer Kinshasa? Est-ce que réellement il faut acculer Kinshasa? Parce que certains, puisque vous avez parlé de l'Union européenne, au fait, incite Kinshasa à ouvrir le dialogue. C'est-à-dire que la balle aujourd'hui est dans le camp de Kinshasa. Est-ce que c'est réellement le cas? Est-ce que vraiment Kinshasa a le choix pour aller entamer des négociations avec le M23? Si tel était le cas, si Kinshasa avait avait ouvert la voie pour des négociations, pensez-vous que les choses auraient été autrement, que la SADC ne se serait pas retirée et que les rebelles n'auraient pas avancé comme ils l'ont fait aujourd'hui à Goma? Vous savez, on compose avec les cartes qu'on a entre les mains. On a beau analyser, donc avoir toutes ces informations, mais il reste des détails, des éléments. Non, des détails et des éléments que nous ne possédons pas et qui font partie justement des informations du cercle restreint de Kinshasa. Est-ce que maintenant Kinshasa va aller aux négociations donc avec le M23? Vraisemblablement, ça va être cela, ou inévitablement, cela peut aller dans ce sens-là. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que le M23 et Kinshasa et le Rwanda et les autres groupes sont manipulés par ceux qui en tirent profit de cette situation. Oui. Cette situation, cela veut dire qu'il y a beaucoup de richesses dans cette région, convoitées, qui sont non seulement convoitées, mais qui sont spoliées à travers, nous l'avons dit dans une émission précédente et récente,
que de petits groupes se sont formés qui ne représentent pas une menace réelle politique, ni à Kinshasa, ni appartenant au M23, mais qui sont là pour tirer d'une façon illégale les ressources et les vendre à des multinationales. Ces mêmes multinationales, surtout par rapport aux terres rares, qui en tirent profit, qui font donc, le bonheur de ces sociétés, mais aussi des pays auxquels ils appartiennent. Sauf qu'ils sont incapables de dire l'origine de ces produits. Et tout le monde sait que ce statu quo fait l'affaire. Voilà. Donc ils entretiennent une situation de trouble. C'est une situation qui est maintenue et qui fait que on essaie de la faire perdurer, comme beaucoup de crises en Afrique, telles que le conflit maintenant entre les Soudanais, ou que ce soit le conflit au Sahara occidental, et que des facteurs exogènes empêchent le règlement pacifique et le règlement juste de ces situations. Oui, tout à fait. Abdelkader Soufi, cela nous pousse quelque part aussi à nous poser quelques questions concernant cette armée congolaise qui aujourd'hui combat contre le M23 avec l'appui des troupes de la SADC. Cette même armée auquel est reproché beaucoup de choses, c'est-à-dire que on dit que c'est pas une armée suffisamment formée en dépit de toute l'expérience qu'elle a et que d'où le besoin qu'elle a de troupes militaires de la SADC. Est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui temps de poser la question de la réforme ou de la réforme structurelle de cette armée congolaise qui sont donc le FARDC? Oui, facile à dire. Oui, nous avons dit dès le départ que l'armée régulière a été formée pour faire face à des armées régulières et a été formée pour protéger, par exemple, des frontières et pour des missions bien claires. Donc, aujourd'hui, les guerres asymétriques, ce sont des guerres vraiment violentes, imprévisibles. Inégales, oui, avec des moyens très légers, mais très efficaces aussi. Nous avons parlé du cas du Soudan. Les forces d'intervention rapide utilisent des moyens rapides, légers, et donc ce qui permet des pénétrations dans des profondeurs de l'armée, exécuter des opérations de qualité et aussi se retirer dans des endroits inaccessibles à l'armée régulière. Maintenant, est-ce que l'armée congolaise de la RDC a les moyens Justement, on parle beaucoup de manque de moyens aussi. Bien sûr, a les moyens technologiques avancés, par exemple l'aviation. Est-ce qu'elle a les moyens de détection? Est-ce qu'elle a les moyens aussi de parachuter les militaires donc dans des zones de conflit, j'allais dire, dangereuses et difficiles? Surtout quand on ne connaît pas le terrain et quand on n'a pas le moyen de conquérir le terrain, il est facile de dire que l'armée est incapable ou elle est mal formée. Oui, non. C'est-à-dire que par rapport à son incapacité ou son manque de moyens, par rapport à ces groupes rebelles qui sont appuyés, comme vous dites, par des forces alliées. C'est surtout cette guerre-là, c'est sa guerre qui lui permet d'aiguiser ses armes, ce qui lui permet de gagner de l'expérience, ce qui lui permet de revoir des stratégies ou de découvrir de nouvelles stratégies et de nouvelles tactiques de bataille pour avoir le dessus. Et cela ne s'acquiert que dans le tas. Ça veut dire que l'apprentissage et la formation se fait dans le tas, mais au détriment justement de moyens humains et de moyens matériel. Voilà, ce qui nous fait quand même, on est face carrément à un véritable problème, un dilemme. Voilà, un véritable dilemme, un véritable questionnement à partir du moment où ces troupes annoncent, la SADC annonce donc son retrait à un moment très critique, vu que les troupes du M23 avancent de manière très rapide, très considérable. On acquis, c'est-à-dire avec des acquisitions de régions de plus en plus dans le nord du Kivu, et ça intervient également au moment où les Nations Unies et les organisations humanitaires alertent sur l'aggravation de cette crise humanitaire. Donc c'est très très difficile.
pourquoi, selon vous, l'annonce a été faite à ce moment critique? Ou bien me direz-vous que tous les moments sont critiques depuis le début donc, de cet investissement sur Goma? Non, mais cette invasion mais plutôt. c'est tout à fait normal. Quand il y a des guerres, automatiquement, il y a ces dégâts et on ne peut pas dire que ce sont des dégâts collatéraux, ce sont des dégâts vraiment importants. Quand vous voyez plus de 600 000 déplacés en un rien de temps, et dans un pays quand même qui compte plus de 100 millions d'habitants, c'est pas vraiment évident. Hein. Et en plus, je crois que les moyens qui sont réservés, par exemple pour l'Ukraine, pour la guerre ukrainienne, les moyens qui sont réservés, quand on voit donc l'approche occidentale ou de l'ONU, ne sont pas les mêmes moyens qui sont réservés. Le double standard à chaque Bien fois. sûr, mais si on avait réservé le tiers de ce qui a été fait pour l'Ukraine peut-être. Pour l'Ukraine, on aurait réglé le problème et d'une manière aussi pacifique que cela puisse être, et tout le monde aurait été content. C'est une question de volonté, Abdelkader Soufi? Oui, mais parce que c'est une question de volonté, mais cette volonté ne dépend pas que de l'Organisation des Nations Unies, elle dépend aussi des acteurs exogènes dans la région qui veulent maintenir le cap et la situation. Et quand on parle de multinationales, là, on parle ou de facteurs exogènes. Difficile de dire que c'est un État ou que c'est une multinationale, parce que au fait, il y a une interdépendance. C'est des forces occultes. Non, il y a une interdépendance. Une multinationale, son argent, finalement, il participe dans le développement du pays, de son pays souche. Mais aussi, cette même multinationale fait la politique, est un lobby qui fait la politique de son pays dans ces régions-là. Et c'est à travers c'est eux qui décident de la conduite à tenir. Et par conséquent, quand on va vers les Nations Unies, on trouve que des nations vont s'opposer à tout. Les unes contre les autres, peut-être, en dépit de leurs profits. Oui, peut-être. Abdelkader Soufi, c'est vrai que la situation est assez critique, elle est fragile, vu que, comme je le disais, l'armée congolaise a du mal à se confronter aux groupes rebelles du M23 pour le manque de moyens. Et on sait très bien que ce n'est pas une armée assez performante dans le sens où elle manque de moyens, bien entendu. Mais sinon, il y a eu des guerres également où cette armée a montré tout son savoir-faire. Donc, finalement, partir pour la SADC, quitter ce territoire à ce moment-là, laisse quand même Kinshasa dans une situation très incertaine. Effectivement, ça fragilise l'armée, ça la fragilise. Mais dire que l'armée doit être réformée, non, moi je dis que c'est vrai qu'il y a reformé plutôt, donc s'adapter à la réalité du terrain, à la réalité de la guerre qui est tout autre. Donc faire appel à des experts, des experts dans la guerre furtive, dans ce genre de guerre asymétrique, oui. Moi, je dis oui, parce que c'est toujours bon de savoir. Mais moi, je crois que la sagesse de l'Algérie a toujours posé une question importante dans ce genre de conflit. C'est de trouver le consensus et d'aller sur la table des négociations. Oui. Car une guerre, on sait quand elle commence et on ne sait pas quand elle finit. Et dès qu'on est en pleine guerre, c'est difficile de faire machine arrière. Tout à fait. Mais avoir le courage justement de dire basta, on fait un cessez-le-feu, on arrête de faire parler les armes et on parle face à face, d'homme à homme, et on règle nos problèmes. On voit ce qui ne va pas. Bien sûr, c'est un chemin qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Et qui sauvegarde justement le côté honneur des uns et des autres. Mais le plus important, c'est d'avoir le courage et la volonté de dire c'est bon, j'arrête. C'est bon, j'arrête de faire la guerre, quelle que soit sa position, en position de force ou en position de défaite. Sauf que aujourd'hui, on a souvent tendance à ne privilégier le choix des négociations qu'en cas de défaite totale. Là, si l'armée de Kinshasa ou congolaise
arrive à perdre la face, elle sera non seulement obligée de négocier avec le M23, mais elle sera en position de faiblesse. Voilà. C'est-à-dire pourquoi attendre jusqu'à perdre tous ses atouts de négociation alors qu'on aurait pu peut-être le faire plus tôt. Le problème, c'est que vous le savez, vous et moi, Abdelkader Sofi, que Kinshasa maintenant est face à un dilemme, comme vous disiez tout à l'heure. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de solutions à Kinshasa, en tous les cas, dans l'apparence, puisque de toute façon, il lui reste ou continuer militairement, et ce qui est épuisant, puisqu'on le sait, maintenant qu'elle sera amputée des forces de la SADC, ou alors aller vers la voie diplomatique. Abdelkader Sofi. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Seulement, continuer dans cette ébauche militaire, cela se traduirait par... un suicide. Par une évolution de crise interne, des crises économiques, parce que ça demande beaucoup d'argent. On va vers l'escalade, quoi. Et les crises économiques vont engendrer des crises sociales et sociétales. Déjà, la crise, elle est sociétale. Qui a engendré une crise politique qui peut amener à une guerre, donc à une impasse sécuritaire, celle qui a engendré justement cette crise économique dont l'armée congolaise est dans l'incapacité d'avoir les moyens efficaces et nécessaires pour faire face. Et cela pourrait se traduire aussi par une crise sociale où l'État serait incapable de subvenir aux besoins de ses concitoyens, sachant que le Congo, c'est un pays qui recèle plus de 100 millions d'habitants et qui est une force, j'allais dire, humaine inestimable. Et si cela arrive à créer cette j'allais dire, crise... Cette crise sociale, elle peut engendrer même des guerres intestines. Ce qui est déjà le cas. Hein. Et voilà. Juste un petit détail, puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps avant de conclure. Abdelkader Sofi, est-ce que vous pensez que finalement, vu la complexité en ce moment de la situation, tant sur le plan militaire que politique, avec le retrait de la SADC, parce que ce n'est pas rien que aujourd'hui les troupes de la SADC se retirent. C'est un véritable coup pour la RDC, en tous les cas pour les forces congolaises. Est-ce que vous ne pensez pas qu'une proposition de médiation serait réellement la bienvenue pour sauver la mise ? Vous savez, les propositions de médiation, ce n'est pas ça qui manque. Il y a l'Angola qui l'a fait auparavant, qui le refait en ce moment. Il y avait la Tanzanie surtout qui l'a fait, l'Angola, et je pense l'Union africaine, d'autres moyens. Mais je pense que pour la médiation, il faudrait exercer une pression, surtout sur les deux parties. Sur les deux parties, voilà ce que j'allais dire, parce que depuis quelque temps, on exerce une pression sur les deux parties. Ça veut dire que le M23, il dépend au moins du Rwanda et du Congo. Du Rwanda, par exemple. Maintenant, même si le Rwanda n'est pas impliqué directement, il reste un pays du terrain. Important, oui. Il reste un pays du terrain où l'action se déroule sur son terrain, de gré ou de bon gré ou pas. Et maintenant, amener l'ensemble des acteurs et des pays riverains et voisins à chercher une solution et ne sortir qu'avec une solution et exercer la pression sur celui ou ceux qui vont essayer de s'opposer à une solution. Eh ben, la proposition a été faite par l'Angola, qui relance un petit peu, si vous voulez, sa proposition, puisque la première n'a pas réellement fonctionné. On espère que la deuxième proposition de l'Angola va vraiment fonctionner. En tous les cas, la question est en route et elle est en examen. La proposition a été faite justement pour qu'il y ait des négociations directes entre Kinshasa et le groupe rebelle du M23. Le M23, oui. Absolument. Voilà. Vous pensez finalement que si déjà cette proposition est sur la table, cela veut dire qu'il y a une volonté, même mitigée, de part et d'autre, d'aller vers une issue ? Oui. Pour conclure, moi, je suis un peu sceptique par rapport. Bon, les Congolais, aujourd'hui, Kinshasa n'a pas le choix. Mais généralement, ça reste un problème interne d'abord. Oui. Parce que le M23, c'est un groupe interne. Oui. Sauf que
le fait qu'il évolue en dehors de son territoire a donné la dimension internationale, et ce qui fait appel aux acteurs régionaux. Moi, je dis que l'Angola, c'est bien qu'il y ait cette médiation, mais il faudrait qu'elle doit impérativement être appuyée par le Conseil de sécurité de l'Union africaine, mais aussi par l'Union africaine et les États africains qui ont une marge de manœuvre et qui ont une notoriété en Afrique pour que cela puisse se faire. Voilà. Beaucoup d'optimisme en tous les cas du côté des Congolais, selon les médias qui rapportent donc la nouvelle. Abdelkader Soufi, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes analyste des questions internationales, vous êtes également professeur universitaire et consultant à Africa FM. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci. On se retrouvera, si Dieu nous prête vie, la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de géopolitique du Sahel.